Eh bien, bonjour, bienvenue à bord de Coming Mag Live. Je suis arrivé à le dire. Salut Victorien. Salut, édition numéro 3, c'est déjà pas mal. On est, Déjà un on est numéro en 3. forme. C'est fou, comme le temps passe vite. Hein, quand on s'occupe, ça fait passer le temps, mais à une vitesse incroyable. Ah non, 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 nous, on le fait vraiment pour ça, hein. Voilà. Oui. On rappelle peut-être aussi le principe de ce live. Pourquoi, comment? Bah, c'est l'idée de garder le contact. Tant qu'on n'est pas malade, on reste en contact avec le marché. On appelle chaque jour une personne. On a des thèmes. Et puis voilà. Et puis le but, c'est vraiment, on ne peut pas sortir. Et nous, ça nous donne quand même une obligation par jour d'être prêt à 15 heures, d'avoir un invité, des sujets. Et donc, on reste dans le rythme. Donc, c'est parfait. On vous remercie. Écoutez-nous et puis posez-nous des questions. Voilà. Voilà, vous avez le droit d'intervenir, hein, la chatroom est ouverte, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous fendre de vos questions. J'ai même un super visuel. Voilà, posez vos questions, hein. L'émission, elle est aussi faite pour ça. On a pris le pari de faire cette émission à 15 heures en pensant que les gens auraient du temps, mais force est de constater que vous êtes quand même beaucoup à travailler et c'est une très bonne chose. La pub ne s'arrête pas, la communication, le monde du marketing, tout ça, et les relations publiques. Mais là, je tease un petit peu. On a des chouettes thèmes aujourd'hui. On va quand même un petit peu parler d'actu. Il y a quelque chose d'intéressant qui vient de sortir dans le monde du streaming, de la VOD, si on peut encore utiliser ce terme, Victoria. Qui va sortir demain, c'est l'arrivée de Disney Plus sur le marché européen. Donc, vous avez certainement passé votre week-end à regarder des vidéos sur différentes plateformes. Et voilà, il y en a une nouvelle qui arrive. C'est pas n'importe laquelle. Aux États-Unis, elle est déjà sortie. C'est clair qu'on a du Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. J'ai passé le week-end à regarder Mandalorian, qui va sortir en épisode, parce que sur le marché américain, il est paru toutes les semaines. Là, cette semaine, pour la semaine de lancement, il y aura les 2 premiers épisodes demain et le 3e vendredi. Bon, ceux qui aiment l'univers de Star Wars, c'est juste magnifique. Je vous recommande. Le Mandalorian est juste magnifique et le Baby Yoda, c'est juste de la tuerie. Donc, au premier regard, on tombe fou amoureux de ce truc. Donc, franchement, là, j'ai regardé les 8 épisodes, je n'ai pas arrêté. Mais c'est bien au bout d'un moment, voilà. Mais après, on en a marre. Donc, Disney, c'est un univers très particulier. Alors, voilà, ça intéressera peut-être tout le monde ou pas tout le monde. C'est voilà. Au niveau des tarifs, on est à 7 francs par mois. Par rapport aux autres plateformes, et je pense que ça c'est aussi intéressant, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment le coût de ces plateformes. Amazon Prime est à 5,99 €. Apple TV Plus est à 6 francs par mois. Donc Disney, on est à 7 francs par mois. Netflix, on est à 11 francs 90 par mois. Et si on prend Canal, si on avait que la partie série, on serait à 19 francs. Donc on voit que finalement la concaténisation de ces prix par mois fait des petits montants. J'ai pas réussi à le dire, hein. Mais par année, ça finit par faire beaucoup. Donc il est clair qu'il y a un choix à faire. Je ne sais pas si tout le monde va prendre toutes les plateformes. Je connais personne qui soit abonné à toutes ces plateformes. Après, c'est une question de goût. Sur Netflix, on a beaucoup de séries. Sur Canal, on a plus de films. On a aussi des séries, mais plutôt français. Disney, bah, c'est le catalogue Disney. Apple TV, franchement, je trouve que l'offre, elle est pas waouh. Il y a Non. quelques séries, mais franchement, c'est pas très intéressant. Amazon Prime, ben voilà, ils sont en train d'acheter et de faire des séries. Bon, non, attends, il y aura Le Seigneur des Anneaux à 1 milliard la Oui. série, ça va être de la tuerie. Là, je pense que là, ils vont vraiment percer. Alors moi, je vais en défendre aucun, hein. J'ai aussi un avis sur ces plateformes parce que, comme toi, eh bien oui, voilà, comme beaucoup d'internautes qui nous regardent, on est client de ces plateformes et ça fait quand même, j'allais dire un gros mot, de voir que l'offre s'étoffe et qu'il va falloir payer chez un, chez l'autre. Ça commence à pas mal segmenter. Amazon, c'est pas mal, hein. Du côté de l'offre US, on raconte que c'est le plus gros provider de contenu versus Apple où c'est ridicule. Alors, j'ai vu de très belles séries. Je vous donne une astuce pour Apple. Si vous avez acheté cette année un nouvel iPad ou un nouvel iPhone, vous pouvez
accéder gratuitement à une année d'abonnement Apple TV ou Apple Plus, je ne sais plus comment on l'appelle. Il y a beaucoup de TV, beaucoup de plus dans tout ce Apple voilà, TV. Apple TV Plus. Donc vous pouvez accéder à une année de gratuité. Voilà, ça vous permet de vous faire une petite idée et puis vous aurez vite fait le tour parce que c'est quand même relativement pauvre. Et puis on doit dire aussi au niveau de l'ergonomie, c'est pas ça, hein. L'interface Netflix a vraiment super bien travaillé. On pourrait en faire un sujet d'ailleurs une fois parce que il faut reconnaître que la force de Netflix, c'est arriver à nous donner envie à regarder des trucs et puis tout compte fait, c'est bien, on enclenche, ça marche, fini le piratage et compagnie parce que il faut soit télécharger, soit se brancher sur un VPN, soit il faut avoir de la bande passante. Enfin, ça, c'est le côté assez sympa. Et ben Disney+, tu l'as dit, c'est quand même super segmenté par rapport au type de contenu. Mais ils viennent avec un truc pas mal, c'est de rendre disponibles ces épisodes par parcimonie pour pas flinguer comme ça toute une saison. Je trouve ça intelligent. Et l'offre pour la Suisse, je la trouve super intéressante, hein. On est moins de 10 balles par mois, si j'ai bien retenu. 7 francs par Voilà, ouais, ça va quand même faire des petits, j'ai l'impression. Alors, je pense que c'est très segmenté, ça va toucher tous ceux qui aiment l'univers Marvel, c'est très fort. Alors, je pense que ceux qui ont des enfants en bas âge, tout le catalogue Disney, c'est quand même énorme, même si on a l'impression que c'est pas... Enfin, c'est très difficile avec toutes ces plateformes, vu qu'il y a toujours la recommandation, on n'arrive pas à avoir le fond du catalogue réel, mais disons, sur Disney, pour l'instant, on peut vraiment voir ce qui est offert. Alors après, il faut aimer tous ces films comme ça. Bon, t'as Pixar quand même qui est un super truc. Non, écoute, moi je pense que ça va plaire et disons, c'est intéressant en complément avec une autre. Voilà. Je pense que aujourd'hui, les gens vont s'acheter toutes ces plateformes, en tout cas s'abonner. L'avantage aussi de ces plateformes, à part le fait qu'elles sont très bien marketées, surtout Netflix, alors, au niveau du marketing, ils ont tout inventé. Et l'usability aussi, c'était les premiers et aucune autre plateforme n'a fait mieux. On n'a pas le wow effect qu'on a eu avec Netflix, qui market très très bien. Je pense que le plus, c'est aussi qu'on peut se désabonner à tout moment. Donc, c'est très, on peut essayer, on peut tester, et puis après, voilà. Alors, je pense que dans cette période, et c'est vrai que vu l'intensité de la consommation actuellement, et c'est vrai qu'on a vu que Netflix, YouTube aussi ont baissé les standards. Hier sur Disney+, le flux était hyper lent. Voilà, je pense qu'après, on va pas... Au bout d'un mois de consommation excessive de séries, peut-être qu'on en aura tous un peu marre. Enfin, Oui, et puis bon, bah voilà, on parle de consommer du contenu parce qu'on est confiné. Et dans le même laps de temps, on vous l'a déjà dit, c'est confirmé que ce soit chez Netflix, que ce soit chez YouTube, que ce soit probablement sur la plupart des acteurs du streaming, la bande passante pour l'Europe est en train d'être méchamment descendue. Donc, ceux qui regardaient les contenus en 4K, j'ai une pensée émue pour eux, mais voilà, c'est la puisqu'on est tous connectés sur les mêmes canaux en même temps. Et vous avez entendu peut-être des bruits d'oiseaux pendant qu'on était en train de parler. On a un invité. Qu'est-ce qu'il pense juste de tout ça, notre invité? Allez, on le présente. Victoria, je te passe le micro. alors aujourd'hui, c'est Romain. Alors Romain, tu es dans ton... Exactement, Victoria, bonjour Thierry. En fait, je dois avouer, j'ai fait le tour du pâté de maison, donc il y a des voitures autour de moi, ça pourrait être un peu bruyant, mais j'avais vraiment besoin de découvrir un peu les gens, mais profiter de ce live pour faire du bien de coup. Alors, qu'est-ce que c'est le confinement version Enigma? Alors, le confinement version Enigma, c'est intéressant parce qu'on a une agence, on a deux bureaux, un bureau à Berne, un bureau à Genève, donc avec des solutions de collaboration libre toujours. Donc, je dirais, on était très... on était tous équipés, on avait tout ce qu'il fallait. Donc, de ce côté, ça marchait bien. Côté culture, pareil, on était habitués à collaborer à distance, donc c'était pas un bon souci. En fait, le plus gros défi, c'était les enfants à la maison. Je pense, on est des agents assez jeunes, hein. Il y a la plupart des collaborateurs ont moins de 35 ans. Il y a peu d'enfants qui travaillent chez eux. Il y a peu de parents qui ont
chez nous. Et on a vu un truc assez rigolo, c'est que pour la plupart des collaborateurs, être à la maison, c'était être plus efficace parce qu'il y a moins de distractions, on est assis, on n'a pas eu le temps de trajet, etc. Donc, une équipe très, très efficace. Sauf les parents qui, eux, alors étaient complètement sous l'eau parce que quand vous avez 2 enfants à la maison, plus un conjoint qui travaille depuis que vous devez jongler entre le travail, occuper les enfants, faire à manger, faire les courses, vous, pour votre mère, et ben tout à coup, le temps est très précis énormément. On a vu un vrai défi que les parents et le reste de l'équipe qui fonctionne presque mieux que d'habitude. Vos clients, ils ont réagi comment à cette période? Est-ce qu'il y a des campagnes qui ont des mandats qui se sont arrêtés, reportés? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour l'agence, ce qui s'est passé, on n'a pas eu de campagne ou de projet annulé. On a eu pas mal de choses décalées dans le temps. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui étaient prévues pour ce printemps qui sont décalées, soit parce que le client a autre chose à faire. Hein. On avait un gros workshop hier qu'on aurait pu faire hier. Aujourd'hui, qu'on a dû décaler parce que le client, lui, il est en gestion de crise. Et puis après, on a d'autres projets où effectivement le client dit c'est pas le moment de communiquer sur des choses de marketing, on a des destinations touristiques, on a des choses comme ça, évidemment c'est pas le moment de communiquer. Donc c'est plutôt du décalage pour l'instant dans le temps, pas de suppression. On verra comment ça suit pour les prochains jours, les prochaines semaines. Moi, j'ai aussi une question pour toi, Romain. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait toujours plaisir d'avoir des invités à bord de Clean Mag, le live. Voilà, j'essaye de le placer chaque fois. Une question toute bête. Est-ce que tu as déjà un feedback du rapport que tu as avec tes clients par rapport au fait que, voilà, toi, tu es papa, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois gérer effectivement les campagnes, les clients, le contact avec eux. Est-ce que tu sens une sorte de, comment dire, d'acceptation de la situation, de compréhension? Est-ce que les gens sont tolérants par rapport à cette situation exceptionnelle? Oui, alors il y a beaucoup d'indulgence, autour de moi, soit parce que les clients eux-mêmes sont dans la situation comparable et puis ils voient très bien que c'est difficile, soit parce que des fois c'est vrai qu'ils n'y avaient pas pensé. Ils disaient ah ça va, vous avez l'habitude, etc. Puis oui, d'habitude quand je suis à la maison, moi je travaille en temps normal, je travaille 2 jours par semaine à la maison, mais c'est des jours où mes enfants sont à l'école. Et tout d'un coup, le fait d'avoir des enfants, ça change tout. Et quand on leur explique, quand on donne 2 ou 3 anecdotes, ils comprennent très très vite que c'est compliqué et puis ils sont très indulgents. C'est bien ça. Tu fais aussi partie du comité de l'association SRRP, donc l'association des relations publiques en Suisse romande. Donc, tu as aussi, dans ta palette, tu as aussi la sensibilité relations publiques. Est-ce que tu recommanderais aux marques de rebondir sur la situation actuelle, ou tu penses que, étant donné disons, je dirais, la fragilité de ce moment et aussi l'imprévisibilité de ce moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, de peut-être ne pas utiliser cette période pour faire peut-être des campagnes qui seraient vraiment très coronavirus, ou est-ce que tu crois qu'est-ce que tu en dirais là-dessus? Alors, moi, je dirais qu'il faut être effectivement extrêmement prudent en ce moment. Ça dépend bien sûr de ce qu'on va proposer en tant que marque, mais de manière générale, c'est vrai que je crois que les gens sont en train de se replier sur un fonctionnement un peu plus, comment dire, comme si on était sur une voiture qui roule sur la réserve, on enlève les fonctions pas essentielles, on se concentre sur des choses plus indispensables. Et c'est vrai que, voilà, avant de faire une campagne marketing, une campagne de vente, je pense qu'il faut vraiment être prudent sur ce qu'on propose. Est-ce que si ça a une vraie plus-value dans la période actuelle, pourquoi pas? Si c'est quelque chose pour juste profiter, qui peut être interprété, même si ça peut être interprété comme vous profitez de la situation, je pense que ça peut être très très dangereux. Donc je dirais, à ce stade, de mon point de vue, les marques devraient plutôt se dire, on a un public, on a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, utilisons ce gain-là pour communiquer des messages essentiels, dire aux gens de rester chez eux, ou s'ils sortent, de le faire en se tenant les uns des autres, et puis de bien faire en sorte que tout le monde suive les consignes. Je dirais que ça, on pourrait faire des campagnes plus orientées vente, je serais très 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 prudent.
J'ai une question justement par rapport à ça. On voit quand même fleurir des annonces. Alors, pour le moment, ça se fait au travers des réseaux sociaux. On voit des courriers, même des courriers physiques, un petit peu sur la vague. Et on a déjà le sentiment que certains de ces contenus sont en train de pencher du côté de l'autopromo. Ça part d'un bon sentiment pour aider, pour sensibiliser, pour faire passer des messages qu'on peut d'ailleurs trouver partout. Mais là, on est en train d'être sur le fil du rasoir sur une communication qui vire un petit peu à l'autopromo. Comment tu vois ça et quels conseils tu donnerais, que ce soit à la simple PME, que ce soit à la marque, de faire attention à ne pas tomber dans ces travers? Ouais, alors je suis des mêmes réseaux que vous, hein, donc j'ai aussi vu certains posts, certaines publications, certaines annonces qui sont ça aussi entre l'autocongratulation, on est les meilleurs, on a réussi à se mettre super vite en télétravail, on reste ouvert, on est là pour vous aider, c'est le meilleur moment pour faire du business, il faut se réinventer. Enfin, on entend tout et son contraire, et je pense que c'est vrai que j'ai l'impression que la situation actuelle, en fait, il y a des gens qui vont s'en servir pour faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire se mettre en avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, à titre personnel ou pour les marques, c'est devenu des fois des énormes miroirs magiques de Blanche-Neige où on dit miroir, dis-moi qui est la plus belle. Sauf que là, c'est plutôt je vous dis que je suis le plus beau. Et ça, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Et effectivement, avec une situation comme aujourd'hui, on a le risque que les gens se disent tiens, on va montrer qu'on est les meilleurs, on va montrer qu'on reste ouvert, on va montrer qu'on peut aider des gens, on va se mettre en avant. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens, le public n'a pas vraiment envie de voir des gens qui se mettent en avant, il a envie de voir des gens qui compatissent, qui sont qui souffrent avec les autres, mais pas forcément qui se mettent en avant. Donc moi, je serais assez prudent. La semaine dernière, j'ai vu passer deux annonces un peu dans la même journée qui m'ont fait un peu sourire parce que il y avait d'une part le PDG du groupe Leclerc en France, donc le groupe de supermarchés, qui expliquait que ces magasins restaient ouverts, qu'il ne fallait pas paniquer, qu'il y avait assez d'approvisionnement pour tout le monde, qu'il ne fallait pas se ruer sur le PQ, sur le pad, qu'il y aurait tout ce qu'il fallait, que ce serait juste un petit peu plus long, puis qu'il fallait être indulgent avec le personnel. Donc c'est très proactif, là très utile pour le coup. C'était pas on est les meilleurs, c'était vraiment rassurez-vous, ça va aller. Et puis à l'inverse, c'était Christopher, le CEO de Rakuten, groupe de vente en ligne, qui eux étaient plutôt à dire sous couvert de dire on fait attention à nos employés, on est proactif, on reste ouvert, c'était vraiment on est les meilleurs, regardez comment on est fort, comment on travaille bien à distance, comment on fait s'adapter. Et c'était beaucoup plus déplacé par exemple. Ouais, ça c'est clair, c'est vrai qu'il faut plus de compassion aujourd'hui et je pense que les gens ils n'ont pas envie qu'on leur fasse la leçon, quoi. Ça c'est vrai. Mais est-ce que tu penses qu'on sortira de cette crise de la même manière dont on est entré? J'ai l'impression que beaucoup de gens, finalement, il y avait des freins dans beaucoup d'entreprises pour le télétravail ou pour, disons, pour le digital. Et tout d'un coup, les gens sont de s'essayer et puis ils se rendent compte que c'est pas si compliqué, que ça peut arranger la vie aussi. Est-ce que tu penses que où on en restera là, exactement, on reviendra à la situation d'avant, où il y aura vraiment un vrai changement quand on sortira de cet épisode? Alors pour moi, je suis assez convaincu que le monde de l'avant-coronavirus n'a disparu à jamais. On va retourner un jour ou l'autre, on va retourner à une situation qui sera plus normale qu'aujourd'hui ou moins normale qu'aujourd'hui, mais il y a des choses qui vont pas revenir exactement comme avant. Au minimum, il y a le traumatisme collectif qu'on aura tous vécu qui change quelque chose. Après, c'est vrai que sur certains points, cette crise, elle va probablement accélérer des transitions ou des évolutions qui étaient en train de se faire, qui devaient se faire. Et puis, ça donnait un petit coup de boost. Tu vois, du télétravail, je pense que c'est un excellent exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne voulaient pas m'entendre parler pour soit pour des motifs techniques, mais des fois des motifs un peu managériaux. Enfin, il n'y avait pas toujours de bonnes raisons ou des motifs de sécurité. Et tout d'un coup, en quelques jours, quoi, ils arrivent à faire casser ces barrages. Et ça, c'est clair que les gens qui ont goûté au télétravail, eh ben, ils vont vouloir continuer probablement. Peut-être pas forcément à 100%, parce que ça, on aura tous vu tout de suite que c'était un peu trop. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont changer durablement. Il y a d'autres pays, et il y a d'autres choses qui vont revenir à une situation plus normale, mais ça ne sera jamais exactement comme avant. Pour moi. Alors, justement, par rapport à ça, on a la chance d'avoir un spécialiste des RP en ligne pour cette interview. Le thème aujourd'hui, c'était les RP à l'ère du digital. On va continuer sur cette thématique.
quels seraient les messages de sensibilisation, quels seraient les arguments qu'on pourrait servir si on devait défendre la cause du télétravail? Parce que j'adore quand tu me parles effectivement, de soi-disant d'excuses techniques. C'est souvent des raisons fallacieuses, hein. La peur de ne pas pouvoir contrôler le collaborateur, de ne pas pouvoir savoir comment il travaille, est-ce qu'il fait son job, etc. Quelle serait la campagne idéale pour promouvoir cette évidence qu'il faut réinventer le travail? Je prends un exemple tout bête. Je crois que ça vient de tomber aujourd'hui, en tout cas ce matin. Ça y est, les CFF commencent à couper des lignes. On parlait de réduction, mais là, il y a carrément absence totale de transport en commun. Le Tessin a décidé de tout fermer. Donc, on est obligé soit de prendre la voiture pour aller travailler. Il faut avoir une bonne raison de la prendre. C'est quand même un comble qu'on revient à un véhicule de plusieurs tonnes pour véhiculer une seule personne, mais bon, ça c'est un autre débat. Ou alors, on reste chez soi, puis on travaille avec les outils qu'on doit appréhender, découvrir, mettre en place. Quels seraient les principaux messages que tu aimerais véhiculer pour sensibiliser nos chefs d'entreprise, nos marques, tout ce petit monde pour qu'on s'y mette enfin, pour qu'on réinvente le travail et puis qu'on arrête d'être tous à 8h ou 7h30 dans le train bondé? Alors, c'est une question assez délicate. C'est vrai que le vrai public à convaincre, c'est les chefs d'entreprise. Hein. Les employés sont plus ou moins tous, étaient plus ou moins tous au minimum curieux, voire enthousiastes à l'idée de pouvoir un jour travailler depuis la maison. Le problème qu'on a, c'est que pour pouvoir travailler de manière distribuée comme ça, en télétravail avec des sites un petit peu l'année les uns des autres, il faut que vous sachiez assez précisément ce que sont censés faire vos employés, hein, à quoi ils servent l'entreprise. Et puis tout ça, ça demande une organisation, une standardisation, et un vrai travail sur la place de chacun, sur les objectifs de l'entreprise. Et c'est souvent là qu'on a un problème, hein, dans le management, c'est qu'on n'est pas très précis sur ces notions-là. On regarde, on fait avec, et je dirais, la peur des chefs d'entreprise, elle est assez compréhensible de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour que ça marche? Le meilleur truc qu'on peut leur dire, c'est regardez, ça va fonctionner. On aura tous passé entre 1 mois, 2 mois, 6 mois d'après les prolongations, les projections les plus faibles, on aura tous passé du temps à la maison. Les entreprises auront continué à tourner, à des conditions assez difficiles. Ça sera le meilleur moyen de montrer que ça fonctionne. Après, voilà, il y a des études qui montrent qu'on est plus productif quand on travaille à domicile qu'au bureau. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein de chiffres à montrer. Mais le vrai message, c'est que, et ça va dépendre des chefs d'entreprise, mais le vrai message, c'est qu'il faut vraiment organiser sa vie de manière plus flexible, être du coup libéré d'un certain stress, et puis être à la fois plus productif, plus détendu, et puis finalement, comme travailler bien, on gagne du temps dans de trajets. Donc moi, je dirais que c'est quand même un meilleur, à mon avis, le message essentiel, je le raisonne un petit peu au fur et à mesure. Le message essentiel, c'est des employés qui seront plus détendus, aussi assez reconnaissants de la situation, qui vont tous bien travailler, et puis qui donneront le meilleur de eux parce qu'ils auront pas mal de stress en moins. J'espère que tes propos seront entendus parce que j'ai, pas plus tard que ce week-end, appris qu'une grande marque horlogère, que je ne vais pas citer, il en existe plusieurs heureusement pour moi, a décidé d'alterner une semaine de télétravail, une semaine de présentiel, là où ça amène rien, puisqu'effectivement les collaborateurs en question sont à l'admin et sont équipés d'ordinateurs portables, d'accès VPN, enfin bref, toute la société en plus avait déjà tous les outils pour mettre ça en place. Mais voilà, c'est plus fort que tout. Il y a des sociétés où ça tient à une seule personne, à un chef de service ou peut-être même le directeur, pour que les collaborateurs se retrouvent obligés physiquement à se déplacer, là où on pourrait effectivement éviter tout risque et puis en plus les laisser travailler correctement depuis la maison. Oui, Victoria, je te passe le micro. Oui, alors j'aimerais revenir vraiment aussi, on vit cette période extraordinaire, est une période de communication de crise comme on n'en a jamais vu à telle échelle. On n'arrête pas d'avoir des conférences de presse pour nous annoncer l'évolution de la situation. On a des conférences au niveau des cantons, au niveau de la Confédération.
La gestion de crise, c'est quelque chose d'assez particulier. Comment tu analyses un petit peu tout ce qui se passe? Est-ce que tu penses que ce qui est fait, disons, est correct, permet de calmer les gens, permet de donner toutes les informations? Enfin, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de pouvoir toucher les gens? Vu qu'on voit que finalement, il y a quand même une partie du message qui n'est pas entendue par toute la population. Alors, je pense que honnêtement, c'est difficile d'analyser à chaud parce que ça va très vite. Et puis, je pense que j'ai évité d'arriver dans une situation où on critique un peu ce qui est fait. Je pense qu'on pourra critiquer de sans problème. Mais cependant, je pense qu'il faut essayer de faire au mieux pour soutenir ce qui est déjà fait. Après, ce que je vois, moi, c'est que ce qui rend la compréhension compliquée par le public, c'est le fait que ça évolue très vite. Donc, on a tous les jours également une nouvelle mesure. Il y a le nouveau contenu au niveau fédéral. C'est que le fédéralisme a montré un petit peu ça peut compliquer les choses. Ouais. Donc, il y a ce côté un petit peu complexe de juxtaposer au niveau de communication. Et je pense que depuis que le Conseil fédéral a pris la main, entre guillemets, la semaine dernière, en déclarant l'état de nécessité, ça simplifie un peu la communication parce qu'il n'y a plus que eux qui décident, plus que eux qui communiquent. Même si c'est relayé après par les cantons. Ça va déjà un peu mieux. Après, c'est clair que cette situation, elle évolue tous les jours. Donc, les mesures évoluent et les gens, ils ont de la peine à suivre. Après, on est aussi très influencé par ce qui se passe pour nous en France. À l'étranger, mais beaucoup en France. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui demandaient en France, au confinement qui demandaient ici. C'est pareil, c'est un peu compliqué. Puis, en plus de ça, bien classique, quoi. Les freins classiques au changement, c'est-à-dire qu'on nous demande quand même des gros efforts. On nous a demandé des gros efforts de changement de comportement en très peu de temps. Alors, comme dans chaque situation pareille, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer et qui vont trouver toutes les excuses pour ne pas le faire. Donc, je dirais que c'est un job très, très difficile pour les autorités. Je pense qu'ils le font assez bien. Et puis, ce que j'ai apprécié, pour une anecdote, par exemple, c'est que il y a eu des premières annonces qui étaient « ne vous serrez pas les mains, restez à distance, ne vous réunissez pas trop nombreux, etc. » On a vu que c'était pas trop. Là, je parle de il y a 2 semaines. À chaque fois, dessus, ça va faire du bruit. Donc là, je parle il y a près de 2 semaines. Ça n'a pas été respecté tout de suite. Et très clairement, le message, le non-respect a été compris, a été analysé. Et puis, c'est là que l'OFC a fait appel à des humoristes. C'est vraiment là, il y a une vidéo qui a tourné en noir et blanc avec Yann Marguet, avec Marina Rollman, etc. Où on c'était, excusez-moi, la voirie fait son travail. Donc, cette fois-ci, c'était des humoristes qui reprenaient le message, qui le mettaient à leur sauce, et puis qui ont, à mon avis, aidé à faire passer le message. Vraiment, les autorités, elles sont attentives à la façon dont elles compris ce qu'elles racontent, et puis elles s'adaptent, qu'elles font en sorte que le message puisse continuer à passer, même si des fois, c'est pas à elles de le faire passer, mais à d'autres personnes. Ouais, puis on voit Berset aussi sur Instagram avec ses défis. Ouais. Aussi, il a joué étant donné que c'était une cible d'âge qui est moins perméable au message, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut leur parler et quels sont les canaux. Oui, sauf que dans l'exemple de Berset, on pourrait lui reprocher le manque d'interactivité parce que c'est très fort de sa part d'aller sur les réseaux sociaux, d'oser effectivement utiliser ces canaux. C'est quand même assez particulier. On le voit sur Facebook et sur Insta. Là où c'est un petit peu frustrant, c'est qu'il y a pléthore de gens qui vont de leur like, des pouces en l'air, etc., et de leurs questions, et là, absence totale de réponse. Romain, toi, tu as un avis là-dessus sur le fait que d'un côté, on est une personne aussi importante politiquement qui va sur des réseaux sociaux pour prodiguer des messages et jouer un petit peu la carte du challenge, de l'humour, et dans le même laps de temps qui s'interdit de répondre, ou en tout cas de prendre le temps de le répondre. T'en penses quoi? Je pense que c'est un peu, pour moi, c'est un peu le revers de la médaille. On a d'un côté l'avantage et la chance d'avoir un dirigeant, ce sera un mix, ce sera à l'étranger, un dirigeant du gouvernement qui gère lui-même ses canaux, qui tape lui-même ses messages, qui fait lui-même ses vidéos, ce qui est, je trouve, assez génial sur le plan de l'authenticité et de l'implication démocratique. Mais bien sûr, le revers de la médaille, c'est que comme il fait seul, il ne pourra pas non plus forcément interagir et modérer les conversations qui naissent de cette intervention. Et puis je pense que en gros,
soit il a un staff qui fait ça pour lui, mais on perd cette authenticité, soit il connaît pas le même, mais on n'a pas la réponse. Je crois que c'est une question difficile à résoudre. Moi, je trouve que je me suis fait du bon travail. Effectivement, c'est peut-être un peu frustrant de pas pouvoir interagir avec lui, mais à ce stade, au moins, il est juste en diffusant les bons messages. Mais ça, c'est un très bon exercice qu'il fait parce qu'on peut se dire justement, est-ce qu'une marque, lorsqu'elle veut faire passer un message, c'est-à-dire on est dans de l'image, on est vraiment, voilà, elle lance le truc et ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait une conversation. Après, si tu veux, c'est le flux qui fait lui-même la conversation. C'est pas à lui de dire aux gens, vu qu'il a, dès le départ, il a clairement dit qu'il voulait qu'un changement d'attitude. C'était pas, on n'allait pas forcer les gens, on voulait que les gens le comprennent et changent d'eux-mêmes l'attitude. Et grâce au flux, c'est le flux qui commence à gérer et discuter pratiquement. Tu vois, la conversation se fait entre les gens qui sont arrivés sur le flux. Et lui n'a pas, c'est pas une logique top-down, tu vois. Et c'est finalement les gens qui en eux-mêmes entre eux qui s'éduquent. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Je trouve que ça peut être aussi intelligent de le faire comme ça. Oui, alors je suis pas sûr que c'est exactement, qu'il est prévu exactement comme ça, mais c'est clair que c'est bien de voir que comme lui ne peut pas répondre de peu ou ne veut pas répondre, je pense qu'il ne peut pas répondre à tout le monde, des internautes le relaient. Et ça, c'est vrai que c'est la conséquence logique de l'émergence des médias sociaux il y a une douzaine d'années maintenant. Donc ça, c'est plutôt réussi. Je dirais effectivement, pour reprendre ce que tu viens de dire, le temps, il n'est pas forcément dans la conversation vraiment entre les autorités et nous. Pour l'instant, ils ont assez à faire. Il faut vraiment qu'ils doivent nous dire ce qui se passe, ils doivent nous dire ce qu'on doit faire. Je pense que peut-être qu'on pourrait leur reprocher éventuellement un petit peu sur la communication du début, c'est que c'était très ne faites pas ci, ne faites pas ça. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup expliqué, beaucoup contextualisé le risque, qu'on ait vraiment mis en perspective le danger. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont un petit peu résisté au changement. Ça, peut-être que ça peut être un petit peu mieux fait. Des fois, on a tendance un petit peu, enfin, je dis, côté de l'autorité, on a un petit peu trop tendance à dire faites ci, faites ça, mais pas pourquoi. Je crois qu'au début, les gens, ils sont un peu plus, c'est pas méfiant, mais en tout cas, ils demandent un peu plus de comprendre pourquoi les choses se font. Mais ça, c'est quelque chose qui était un peu négligé dans la communication au début. Et ça, c'est un peu mieux fait par la suite. Moi, je trouve aussi très intéressant, vu que en Suisse romande, on regarde la France, beaucoup de gens ont pu voir l'allocution ou les allocutions de Macron face à ce qui s'est fait en Suisse. Et je pensais, chaque fois que je regarde ce genre d'intervention, je me dis, il y a vraiment une culture par pays. Et pour les marques, c'est aussi une grande leçon de se dire, il faut rester authentique. Quand on parle à son audience, il faut lui parler avec sa façon. Il faut rester. On ne peut pas du jour au lendemain changer complètement de registre. Et ce qui peut être compris en France avec une approche très française ne serait jamais passé sur le marché en Suisse. Et je trouvais que la différence entre ces deux, d'un côté très, je dirais, avec beaucoup de références, avec beaucoup enfin, quelque chose de très lyrique, et d'un autre côté très factuel et très responsabilisant les gens, ça avait l'air peut-être moins wow, mais ça correspondait parfaitement à ce que les gens attendaient. Je trouvais très intéressant au même moment, on a le même thème, mais traité d'une manière tellement différente. C'est amusant ce que tu dis parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a une conférence de presse dans laquelle on sent le pic envoyé à nos voisins parce qu'on n'est pas dans la communication spectacle, les effets d'annonce, les choses comme ça. Et allez voir un des tout premiers posts de M. Berset où justement il pose sa phrase, il a une élocution très très théâtrale pour le personnage. J'ai trouvé ça un petit peu, comment dire, particulier. Là où il venait, il y a quelques heures, de dénoncer effectivement les effets d'annonce de nos amis français, pour ne pas les nommer. Peut-être une avant-dernière question pour clore cette interview et te laisser aller travailler. Je reviens quand même sur ce qui a été dit sur justement cette volonté d'avoir un Alain Berset, peut-être d'autres, hein, ça va créer des vocations, d'aller sur les réseaux sociaux. On a le sentiment quand même que effectivement c'est une communication un peu exceptionnelle, peut-être un peu plus intimiste, et j'ai l'impression que les internautes avaient envie de s'engouffrer dans cette possibilité du dialogue. Alors je t'entends bien, hein, effectivement Romain, sur le fait au moins ça existe, au moins c'est fait, mais on a le sentiment qu'on est un peu sur sa faim parce qu'effectivement
autant il s'ouvre à ce mode de communication, autant les internautes l'ont pris comme étant un truc, waouh, génial, je vais pouvoir interagir avec lui. D'ailleurs, allez voir les commentaires. Autant je vous donne raison à tous les deux de voir que le débat se fait par lui-même, par la communauté, dans les différents commentaires qui sont apposés à sa vidéo, autant ça part vite en vrille. Est-ce que c'était une bonne chose, là je vais être très terre à terre, de laisser les commentaires ouverts, ou alors il aurait fallu prendre le parti de se dire, voilà, je balance mon message, mais je n'attends rien et je vais même pas laisser place à l'échange, puisque de toute façon, il ne va pas se régir par lui-même. Je fais un peu l'avocat du diable dans cette question. Ouais, c'est vrai que c'est délicat. Comment dire, je ne peux pas la réponse quand tu parles, et puis j'ai perdu le fil, donc c'est plus difficile. Je dirais. La question, si tu veux, pour t'aider à retrouver le fil, c'est est-ce que quand on fait cet exercice, il faut laisser une part interactive sous la forme des commentaires sans réponse de l'émetteur, ou est-ce qu'au contraire, comme certaines vidéos qu'on voit sur YouTube maintenant, il y a plusieurs YouTubeurs qui ont décidé de couper court à l'interaction, à couper court aux commentaires, parce que voilà, on repart dans un échange, mais on est quand même dans du top-down parce qu'on ne peut pas interagir, on ne peut pas donner son avis. Je pense que je vais faire un parallèle avec les marques. En fait, il y a une douzaine d'années, quand Facebook est arrivé, les marques se sont souvent mises dessus en disant super, je vais vous faire une super vitrine, on va pouvoir communiquer comme dit, etc. Puis on leur dit à l'époque, attention, si vous êtes sur ces plateformes, c'est-à-dire que les gens vont s'en faire dire pour vous parler. Il faudra être prêt à écouter, il faudra être prêt à converser avec eux. Et c'est vrai que ce qui se passe avec Bercy, je pense que c'est exactement la même chose. Alors, Bercy, c'est pas un nouveau sur les réseaux sociaux, c'est un des premiers comptes fédéraux à être présent sur Instagram notamment, sur Twitter. Il est assez proactif et je pense que c'est pour ça que ça marche, parce que c'est celui qui est la communauté la plus authentique et la plus ancienne. Mais effectivement, je pense que jusqu'à présent, probablement que les retours, les conversations étaient beaucoup plus restreintes et qu'il n'y avait pas ce genre de problème-là. Donc aujourd'hui, il y a une nouveauté. Moi, je pense que ce serait vraiment délicat de fermer les commentaires. Je pense que c'est moins dangereux de laisser la conversation se faire sans pouvoir intervenir dessus que de l'empêcher. Parce que si tu l'empêches, elle se passera de toute façon ailleurs, et en plus avec les côtés, de ne pas concentrer, etc. Donc je pense que ce serait encore pire. C'est vrai que c'est pas forcément idéal, le mieux serait qu'il puisse répondre, qu'il ait un staff qui puisse le faire pour lui. Ce genre n'a pas été fait, je pense qu'il y a des bonnes explications, on peut le comprendre, mais je pense que fermer les commentaires serait encore plus dangereux. Ouais, d'accord. Non, c'est vrai qu'on peut imaginer, mais ça peut être peut-être aussi une stratégie. Peut-être que ce qu'ils voulaient, c'était juste impliquer les jeunes sur les amener sur ce thème alors qu'ils ne s'y intéressaient pas. Mais enfin, on verra. Dernière question, comment est-ce que tu penses que tout ça va redémarrer? Comment est-ce que l'économie va redémarrer? Hier, Pierre nous disait qu'en Chine, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un boom de l'achat de produits de luxe. Disons, le public ayant été confiné, n'ayant acheté que des produits de première nécessité, ou disons, ayant évidemment économisé parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, puis surtout certaines personnes n'ont plus de salaire et tout ça. Ben, ça a eu une espèce, le moment de la libération, ben, tout d'un coup, les gens ont commencé à consommer de manière frénétique. Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers un scénario comme ça? Alors, forcément, à un moment de libération, on va vouloir compenser ce qu'on n'aura pas fait pendant des semaines ou des mois. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura peut-être un peu de luxe. Moi, je verrai en tout cas certainement tout ce qui est événementiel et sportif. Les gens sont tellement contents d'aller au stade, voir un match de foot, d'aller voir un concert, que ça va probablement assez vite redécoller. Le luxe, peut-être, tout ce qui est divertissement effectivement extérieur va bien marcher. Le tourisme, probablement domestique, va certainement pas mal marcher. Ce qu'il faut avoir, c'est effectivement les conséquences sur le tourisme vers l'étranger, notamment le tourisme en avion. Est-ce qu'on a encore envie de prendre l'avion, faire un petit saut de puce pour un week-end à Barcelone ou ailleurs, sachant qu'on risque de rentrer en contact avec des gens qui viennent de loin, qui ont peut-être des virus, qui ont peut-être des choses qu'on ne connaît pas encore. Ça, c'est une question qu'on verra. Mais je pense qu'il y aura effectivement une libération et des gens qui vont compenser un moment. Est-ce que ça sera durable? Je ne suis pas certain. Je pense que je ne suis pas un spécialiste de la Chine et de l'économie, mais j'ai l'impression, comme ça, mon intuition me dit qu'on aura
depuis à peu près une année maintenant, on a quand même de grandes préoccupations sur l'environnement, sur la consommation, etc. Et le fait d'avoir été un peu, entre guillemets, forcé à consommer de manière plus réduite et donc plus responsable pendant un moment, va peut-être se laisser des traces aussi. Je ne sais pas si on sera comme la Chine à vouloir forcément tout dépenser dans des trucs un peu futiles. Passer le moment de la libération, entre guillemets. Ouais. Non, c'est intéressant, on va voir. Mais en tout cas, merci pour cet échange et puis ces informations. C'est comme ça, on apprend tous les uns des autres et on voit un petit peu. Notre intérêt, c'est de chaque jour avoir le point de vue d'une agence différente. Enigma est une agence digitale, donc vous aviez pas le problème d'avoir des clients qui comprenaient pas forcément ce monde. Mais voilà, vous avez dû aussi vous adapter à votre manière de travailler. C'est intéressant. On est très content d'avoir réussi à te faire prendre l'air un petit moment. On va te laisser retourner travailler. Et puis, même si on est à quelques épisodes de Comin Mag, le live, à notre catalogue, bien, en fait, on a une petite manie avec Victoria. On finit toujours l'émission par une petite vidéo en thème avec l'actualité du moment. Tout le monde reconnaîtra le générique qui va avec cette fameuse série. On a parlé de Disney+. Ben, bravo, c'est Victoria qui nous sort la vidéo de ce jour. Merci encore, Romain, pour ton temps et pour tes réponses, pour cet échange. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir invité et de m'avoir donné la parole. C'était vraiment chouette de pouvoir partager avec vous. Parfait. Merci. Ciao, ciao. Bonne continuation. Ciao. À très bientôt. Et c'est parti, le temps de couper nos micros. On va se dire au revoir, Victoria, et puis on se retrouve demain à 15h. On reste en pleine forme, hein, Thierry? Oui. J'ai poussé un petit peu là. C'est le mot d'ordre. Ouais, j'ai coupé le micro chaque fois. Allez, très belle journée à vous tous et à demain à 15h. Ciao.